descente de rêve tourne au cauchemar. L'avalanche balaie tout sur son passage. Pour ses victimes, le temps est compté. Quand on est arrivé sur place, il était déjà trop tard. Quelles sont les chances de survie face à la force destructrice de l'avalanche ? Des paysages à couper le souffle. Mais il ne faut pas s'y tromper. Pour les amateurs de sensations fortes, le danger n'est jamais loin. Chaque année, des milliers d'avalanches se déclenchent aux quatre coins de la planète. Dans 95% des cas, ce sont les victimes elles-mêmes qui provoquent le désastre. Contre toute attente, ce surfeur s'en est sorti vivant. Mais tous les mordus de hors-piste n'ont pas cette chance. Janvier 2005, Sam Cavano et 4 de ses amis fêtent le Nouvel An dans le Montana. Tous skieurs chevronnés, ils ont bien l'intention de se faire plaisir. On avait une grosse envie de poudreuse. On voulait en bouffer et surtout s'éclater sur la neige. C'était l'occasion de nous retrouver et de faire les fous comme on le faisait à 12 ans. Ils prennent une caméra pour filmer leurs exploits. Ils campent à 40 km du village le plus proche, coupés de toute communication avec le monde. Parmi eux, Blake, le meilleur ami de Sam. C'est le dernier jour du séjour, lors de leur ultime descente, que l'aventure tourne mal. J'ai entendu le mot avalanche et ça m'a fait froid dans le dos. La première réaction de Sam est de s'accrocher à l'arbre le plus proche. Je me suis dit que l'avalanche allait me tomber dessus et que la neige passerait de part et d'autre de l'arbre. Au pire des cas, je serais en partie enseveli, mais cloué à cet arbre. Mais c'est sans compter avec l'incroyable puissance de l'avalanche. Je la sentais vibrer sous mes skis. J'avais l'impression d'être poursuivi. Et cette énergie se propageait non seulement sur le sol, mais aussi dans les arbres, dans l'air, comme une tempête inouïe. Et d'un seul coup, cette force surgit d'un nuage d'obscurité s'est abattue sur moi. La jambe cassée, il est entraîné jusqu'en bas de la montagne. Blake, quant à lui, a disparu. Désespérément, ses amis se mettent à sa recherche. Alors qu'ils donnaient des coups de pied dans les amas de neige, ils ont aperçu un coin de son sac à dos. Ils l'ont dégagé. Je me souviens, j'étais assis sur la pente à une cinquantaine de mètres de là. J'ai vu le corps de Blake émerger de la neige. Je m'attendais à voir mon meilleur ami se relever. Au bout de 40 minutes, il était toujours au sol. Blake est mort.
et Sam grièvement blessé. Il faudra 2 jours entiers pour l'emmener à l'hôpital le plus proche. Miraculeusement, Sam va survivre, mais il a perdu un ami et sa jambe. L'accident a bouleversé ma vie, et non seulement la mienne, mais celle de familles entières, celle des 4 autres copains qui étaient avec moi. Et ces vacances de fin d'année qui avaient si bien commencé ont débouché sur l'expérience la plus douloureuse que nous ayons vécue. Les avalanches surviennent la plupart du temps sur les pentes de 35 à 45 degrés d'inclinaison. Quand il neige, un manteau blanc recouvre progressivement les flancs de la montagne. À chaque nouvelle chute de neige, une nouvelle couche se superpose. Parfois, elle n'adhère pas fermement à la précédente, d'où des risques d'avalanche. Impossible d'évaluer le danger seulement en observant une pente enneigée. Les véritables signaux d'alarme sont profondément dissimulés. Nous sommes toujours dans le Montana, et cet homme, Ron Johnson, est un spécialiste des risques d'avalanche. Pour faire simple, je cherche 2 couches. L'une dure et compacte, l'autre fragile, située sous la première. Ce sont là les 2 composantes d'une avalanche dite de plaque. De fortes variations de température contribuent à la formation de couches fragiles. Cette surface, par une journée chaude et ensoleillée comme aujourd'hui, est déjà mouillée. Alors s'il fait froid ce soir, on aura une couche de glace demain. C'est ainsi que se forment les plaques. Même schéma ici. Neige mouillée dans la journée, froid pendant la nuit. Ces plaques peuvent glisser l'une sur l'autre. Ici, la plaque fragile s'est fracturée. La plaque supérieure se détache et cause la chute fracassante de plusieurs tonnes de neige. Une avalanche de cette importance anéantira tout sur son passage. En 1910, l'une des avalanches les plus meurtrières de l'histoire est partie de la chaîne des Cascades dans l'État de Washington, aux États-Unis. Le 23 février, au cours d'un hiver des plus rudes, un train de passagers franchit le col de Stevens Pass. Il avance à grande vitesse sous le Cascade Tunnel. À la sortie, d'importantes chutes de neige l'obligent à marquer un arrêt dans la petite ville de Wellington, une station d'altitude desservie par la Great Northern Railway. Un train postal est également pris dans la neige. La ville manque de structures d'accueil pour héberger les passagers qui sont obligés de passer la nuit dans le train. Quatre jours plus tard, les trains sont toujours bloqués quand la neige fait place à de violents orages. Des vents tièdes et des précipitations commencent à déstabiliser la neige sur les montagnes qui surplombent les trains. C'est au cours de la 6e nuit que survient la catastrophe. Un mur de neige haut de 4,50 m et long de 800 mètres dévale la montagne. Les trains remplis de passagers, tous endormis à cette heure-là, sont pulvérisés.
96 personnes sont tuées, dont 8 enfants. Il n'y aura que 23 survivants. Des chutes de neige interrompent la recherche des corps. On ne retrouvera les dernières dépouilles que 5 mois plus tard. Voici ce qui reste de la ville de Wellington aujourd'hui. En 1910, la ville est rebaptisée Ty. On voulait oublier le cauchemar. Mais les mauvais souvenirs ne disparaissent pas comme ça. La ville sera désertée et finira par être réduite en cendres. Aujourd'hui, un siècle après cette catastrophe, les scientifiques en savent beaucoup plus sur les avalanches et les raisons de leur force destructrice. En Suisse, des chercheurs de l'Institut fédéral d'études de la neige et des avalanches ont commencé à percer le mystère. Seuls quelques groupes ont eu l'occasion d'étudier l'intérieur d'une avalanche et de voir quelles sont ses vitesses et ses pressions internes. Perry Bartelt et ses collègues ont installé des instruments de contrôle sur une pente. Leur objectif ? Mesurer la quantité de neige qu'une avalanche accumule en dévalant une montagne. Les avalanches ont besoin de se nourrir pour croître. Et elles trouvent de quoi se nourrir sur la pente et sa couche de neige. En descendant, elles engrangent cette neige et gagnent en énergie, puis en vitesse. Une avalanche peut ainsi frapper avec une force équivalente à l'impact de 100 voitures. Pour mener ces recherches, l'équipe déclenche des avalanches depuis un bunker consolidé construit à l'extrémité d'une vallée. En 1999, ces chercheurs ont provoqué malgré eux une avalanche monumentale. Dans un premier temps, avec une joie non dissimulée. Bientôt chassés par l'inquiétude. L'avalanche ne s'arrêtait plus. Elle fonçait droit sur eux. À l'intérieur du bunker, les scientifiques commencent à sentir le souffle de l'avalanche. L'onde de choc et le bruit terrifiant menacent de leur percer les tympans. Le bunker finira enseveli sous 5 mètres de neige. Tous les occupants sont sains et saufs, mais il faudra creuser à la pelle pour sortir de là. Il est dangereux de tenter le sort, comme va le découvrir à ses dépens ce journaliste de télé en Nouvelle-Zélande. Le mauvais temps, la dureté de la roche... Je recommence. Le mauvais temps, la dureté de la roche et les avalanches ont participé à faire de cet ouvrage le plus long tunnel routier de Nouvelle-Zélande, non pas en termes de distance, mais de temps passé à le construire. Le mauvais temps, la dureté de la roche et les avalanches ont participé à faire de cet ouvrage le plus long tunnel routier de Nouvelle-Zélande, non pas en termes de distance. Le mauvais temps, la dureté de la roche et les avalanches ont participé à faire de cet ouvrage le plus long tunnel routier de Nouvelle-Zélande. Non pas en termes de distance, mais de temps passé à le construire. Ces hommes ont eu de la chance. Ils sont sortis indemnes et pourtant on n'aurait pas donné cher de leur peau. Ici, dans les Rocheuses canadiennes, Kyle Hale et les sauveteurs de la station de Kicking Horse Mountains préparent une démonstration éloquente de ce que ces grands éboulements infligent au corps humain. Cet exercice a pour but de simuler une opération de sauvetage après une avalanche. Ces 2 mannequins pèsent chacun le poids moyen d'un être humain. On leur fait chausser un surf.
Tout est prêt. C'est bon. L'équipe peut maintenant déclencher l'avalanche. Les sauveteurs marchent sur une couche de neige instable pour y enterrer des explosifs. S'ils n'y prennent garde, leur seul poids pourrait provoquer une coulée. Tout est en place. On va obtenir une belle détonation. Des centaines de tonnes de neige dévalent la pente à plus de 160 km/h. Les mannequins se trouvent pile sur la trajectoire. Les corps sont ensevelis, prisonniers d'une neige dure comme du béton. C'est pourquoi, le plus souvent, les victimes ne peuvent se dégager seules. Le risque d'étouffement est le plus courant. Les survivants doivent donc voler au secours de leurs compagnons d'infortune le plus vite possible. Si vous n'êtes pas capable d'organiser les secours au sein de votre groupe, les chances de survie sont très faibles. Pour les besoins de cet exercice, l'équipe agit comme si elle avait trouvé un survivant et un mort. Elle se presse de mettre en œuvre les procédures. Nous avons localisé 2 individus. L'un respire, il est conscient, et l'autre ne respire plus. On a prévenu les secours. Un hélicoptère est en route. Sous une telle avalanche, les chances de survie de ces 2 individus seraient quasiment nulles. Il a fallu environ 5 minutes à notre équipe pour dégager les corps. Comme vous le voyez, ils sont assez mal en point. En situation réelle, il aurait fallu de la chance pour les retrouver vivants. Les skieurs et les surfeurs ne sont pas les seuls à connaître des mésaventures. Quand les amateurs de motoneige montent sur les cimes, ils risquent leur vie par amour du sport. L'un de leurs défis favoris consiste à monter le plus haut possible, de préférence sur des pentes bien raides. Propulsés dans la neige, les 300 kg d'un scooter des neiges additionnés au poids du conducteur peuvent aisément déclencher une avalanche. Kemp O'Neill participait à l'un de ces défis avec des amis quand il s'est fait surprendre. Il y avait ce jour-là des signes auxquels nous avons choisi de ne pas prêter attention. Il neigeait beaucoup, ce qui n'est pas bon signe. Le fait d'ignorer ces signes a failli lui être fatal. La montagne au-dessus de moi s'est effondrée. J'ai entendu un craquement, j'ai jeté un regard en arrière et je me suis dit, t'es foutu. Au moment du choc, c'était comme si un car m'était tombé dessus. J'ai dévalé la pente sur plus de 500 mètres et dans ma chute, je n'ai vu rien que de la neige. Quand l'avalanche s'est enfin arrêtée, Kemp était complètement enseveli. Je ne savais pas qu'une chose aussi blanche puisse sembler aussi noire. Sous un mètre de neige, vous êtes plongé dans l'obscurité la plus complète. Il n'y a pas de lumière, pas d'oxygène, pas de bruit. Petit à petit, il commençait à suffoquer. J'avais de la neige plein la figure. Et en prenant mes premières inspirations, c'est de la neige que j'inspirais. Puis la chaleur du souffle la transforme en un écran de glace qui vous prive d'oxygène. À l'aide d'une sonde, les amis de Kemp se lancent à sa recherche. Ils ont d'abord localisé ma tête. Coup de chance.
S'ils avaient d'abord trouvé ses pieds, il serait mort avant qu'on lui dégage le visage. Avant qu'il me sorte de là, il s'est écoulé 15 minutes, dont 12 à 13 où j'ai dû rester conscient. Quand ils m'ont trouvé, j'avais perdu connaissance. J'avais les lèvres bleues, le visage bleu. 5 minutes plus tard, j'étais mort, je crois. Avec le recul, j'avoue qu'on a commis quelques imprudences. On aurait dû aller jouer ailleurs. Si Kemp s'était renseigné sur les risques d'avalanche ce jour-là, il aurait sans doute modifié ses plans. Les bulletins d'alerte peuvent sauver des vies. Le Gallatin National Forest Avalanche Center a émis une alerte aux avalanches. Aujourd'hui, les risques sont élevés sur tout le domaine. Ce n'est pas un jour à s'aventurer loin des pistes. Qu'elles soient spontanées ou déclenchées accidentellement, il risque d'y avoir des avalanches. Les spécialistes d'avalanche s'appuient en partie sur les derniers bulletins météo pour établir des prévisions exactes. Mais les indices les plus importants se trouvent ailleurs, comme en témoigne Ron Johnson. En plaçant ma pelle en haut, je vais progressivement augmenter la force qui s'exerce sur cette colonne. Je vais d'abord tapoter la pelle du poignet. J'en détache un petit bloc. Regardons les cristaux. C'est ici que la neige s'est fendue. On est ici à 5 cm sous la surface, ce qui n'est pas préoccupant pour l'heure, mais pourrait présenter des risques en cas de tempête. S'il se mettait à neiger, peut-être que demain, on aurait là une couche fragile significative. Chaque nouvelle tempête de neige enfouit plus profondément la couche fragile, ce qui augmente encore les risques d'avalanche. Dans les Alpes suisses, la chercheuse Christine Pillmayer développe un nouveau procédé qui pourrait améliorer l'exactitude des prévisions en matière d'avalanche. Les mesures effectuées à la main sont assez subjectives et grossières. Christine a donc mis à l'essai le Snow Micropen, un instrument capable de détecter des informations profondément enfouies dans la neige. Les mesures effectuées avec cet appareil nous livrent une analyse objective de la dureté de la neige ainsi qu'une foule de données. À mesure qu'elle s'enfonce dans la neige, l'extrémité de la sonde effectue une mesure tous les 4 millièmes de millimètre. On obtient une analyse stratigraphique très précise du bloc de neige. Mieux encore, l'appareil identifie aussi les couches de neige fragiles. Or, quelquefois, ces couches fragiles ne font qu'1 millimètre d'épaisseur. On arrive donc ainsi à mieux les détecter. Ce prototype nécessite des perfectionnements, mais lorsqu'il sera au point, il pourrait sauver des vies. Les prévisions constituent un premier outil de prévention. Mais la meilleure solution pour éviter ces avalanches meurtrières, c'est d'éviter de laisser la couche de neige s'épaissir. Ce matin, à Bridger Bowl dans le Montana, les pisteurs secouristes s'affairent sur les cimes avant l'arrivée des vacanciers. Leur travail consiste à déclencher des mini-avalanches préventives. Une activité qui n'est pas sans danger. Munis d'explosifs dans leur sac à dos, les pisteurs ciblent toutes les corniches dangereuses qui se sont formées dans la nuit. Ils posent de simples mèches suffisamment longues pour leur laisser le temps de filer après les avoir allumées.
En France, chaque hiver, les pisteurs utilisent en moyenne 70 tonnes d'explosifs pour dégager les pentes enneigées des montagnes. Les mesures de prévention ne concernent pas seulement les skieurs. Les avalanches peuvent aussi bloquer les routes et menacer, voire emporter les voitures. Pour les endroits d'accès difficiles, les pisteurs secouristes de Bridger-Ball disposent d'une autre arme. Et ils n'hésitent pas à s'en servir. L'équipe a emprunté à l'armée un canon sans recul de 75 mm de calibre. Cette arme anti-char lui permettra de dynamiter les amas de neige accrochés à la montagne. C'est la paroi rocheuse et non la neige que vise le tireur. Les vibrations provoquées par l'impact suffisent à produire l'effet recherché. Les trains qui traversent des vallées enneigées sont particulièrement exposés. Là où les avalanches sont fréquentes, des paravalanches empêchent la neige de tomber sur les rails. Le même type d'installation a été mis en place dans la vallée de Chamonix. Pour autant, il n'est pas possible de protéger la totalité du réseau ferré à risque. En Colombie-Britannique, le Canadian Pacific Railway a confié à Jim Bay la protection du réseau ferré. Fort de sa connaissance de la région et de ses 35 années d'expérience en montagne, il sait précisément quelle pente représente une menace. Lui aussi emploie les bonnes vieilles méthodes. La prévention s'effectue encore largement à l'aide d'explosifs. Dans notre cas, ils sont jetés depuis un hélicoptère. À bord d'un hélicoptère, l'allumage des mèches de dynamite est périlleux. L'hélicoptère se place au-dessus de la zone de départ de l'avalanche. La longueur de la mèche revêt une importance particulière. Il faut laisser au pilote le temps de s'éloigner avant l'explosion. Jim est à l'affût de ce qu'on appelle les corniches, des surplombs formés par la neige accumulée sur les arêtes rocheuses. Si on arrive à jeter une charge d'explosifs relativement modeste sur une grande corniche de plusieurs tonnes, on obtient une force de déclenchement très efficace. Après de nombreuses années passées en montagne, Jim est toujours aussi fasciné. Les avalanches sont des phénomènes naturels splendides à observer. Elles exercent le même type de fascination qu'on éprouve à regarder un feu. Il est très difficile d'en détacher le regard, à cause du mouvement, des jeux de lumière et de la force incroyable qu'elles engendrent. C'est hypnotisant.
L'effet en est même parfois un peu trop hypnotique. Concentré sur son travail, ce cadreur professionnel ne s'est même pas aperçu qu'une avalanche dévalait droit sur lui. Par chance, il en a réchappé. Pour sauver des vies, il est indispensable de bien repérer les causes sous-jacentes d'une avalanche et le mode de formation des couches instables. Dans les Alpes suisses, à l'Institut fédéral d'études de la neige et des avalanches, Martin Egli étudie la microstructure de la neige. Dans le cadre des expériences qu'il mène, il doit porter une combinaison thermique intégrale. En effet, son laboratoire est maintenu bien au-dessous de zéro, à une température comparable à celle qui règne sur les plus hautes cimes du monde. Il fabrique de la neige artificielle afin de garantir la fiabilité de ses expériences. Notre procédé reproduit la réaction qui a lieu dans les nuages. Pour imiter la nature en laboratoire, on souffle de la vapeur sur des fils tendus. À une température bien en dessous de zéro, la vapeur se transforme en flocons. Et sous l'œil du microscope, ces flocons révèlent toute leur beauté. De véritables cristaux étoilés aux nombreuses ramifications. Et il n'en est pas deux qui soient tout à fait identiques. Cette neige fraîchement créée s'agrège facilement et les flocons se mélangent en un maillage complexe. Sous l'effet des variations de température, les cristaux changent de forme, si bien que certaines de leurs branches émoussées les empêchent de s'agréger. Cette modification est à l'origine de la formation des couches fragiles et meurtrières. C'est le genre de neige que je n'aime pas quand je skie, dans la mesure où elle forme une couche favorable aux avalanches. Donc on a là des conditions dangereuses. Les changements les plus infimes affectant la structure des cristaux peuvent entraîner des conséquences dramatiques. En 1999, de fortes chutes de neige sur les Alpes mènent à une série de catastrophes, dont l'avalanche qui frappe Montroc près de Chamonix, faisant 12 morts. Le village autrichien de Galtur est encore plus gravement touché. Ses habitants, qui n'ont alors jamais connu d'avalanche, se croient en sécurité. Mais le 23 février 1999, 170 000 tonnes de neige dévalent les pentes en amont du village. Le danger se manifeste d'abord par une violente secousse. L'avalanche atteint une vitesse de 300 km/h. En chemin, elle double de volume. Au moment où elle déferle sur le village, elle pèse plus de 300 000 tonnes. « 57 personnes sont enterrées vivantes. Les secouristes se mettent à rechercher les disparus. En 24 heures, ils sauvent 26 personnes. Mais la catastrophe fera tout de même 31 morts. Depuis lors, la loi impose des normes de construction qui rendent les bâtiments résistants aux avalanches.
Au-dessus du village, on a érigé des barrières de protection. En quel lieu de la planète la prochaine avalanche dévastatrice est-elle susceptible de se produire? Nous voici à Juneau, capitale de l'Alaska. La ville est nichée au pied d'une montagne à pic et beaucoup de ses maisons sont construites dans un couloir d'avalanche. Bill Glood a consacré sa vie à l'étude des avalanches et il est inquiet pour sa ville. Si une grosse avalanche dévale la montagne, les habitants paieront un lourd tribut. Elle entraînerait jusque dans le chenal tout ce qui se trouve dans le couloir borné par les arbres. Elle pourrait emporter toutes les maisons, mais aussi les véhicules qui circulent sur la voie express. Et elle pourrait couler pas mal de bateaux amarrés dans le port. Depuis 1980, 27 avalanches ont dévalé ce couloir. Le dernier incident majeur remonte à 1962. Bien qu'il n'y ait eu aucun mort, l'avertissement était clair. Butch et Janice Holst ont emménagé dans cette maison située au pied de la montagne il y a plus de 30 ans. Ils n'étaient absolument pas conscients du danger. Quand nous avons emménagé, nous ne savions pas que nous allions habiter au pied d'un couloir d'avalanche aussi dangereux. Une zone habitée parmi les plus exposées aux avalanches. Très exposée, oui. Sur l'autre versant de la montagne, vue du ciel, on peut se faire une idée de la menace qui pèse sur la ville. Voici les dégâts récemment causés par une coulée. Si les prévisions de Bill Glood se confirment, les habitants de Juneau ont de quoi se faire du souci. Quand le danger est là, qu'il est patent, mais qu'il ne se concrétise pas souvent, les gens ont du mal à évaluer le risque. Or, les avalanches sont peu fréquentes dans ces couloirs. Il peut s'écouler 30 ans entre chaque avalanche assez grave pour nous alerter, et 100 ans entre celles qui font d'immenses dégâts. Les gens ne se rendent pas bien compte de ce type de risque. Les aventuriers qui se hasardent sur des versants isolés restent néanmoins les plus menacés. Quand une avalanche frappe le comté de Gallatin dans le Montana, une équipe de secouristes est aussitôt mobilisée. Par ici! Aujourd'hui, c'est jour d'entraînement. Les secouristes ont pour objectif de retrouver 2 corps qui pourraient être ensevelis n'importe où. Ils suivent une procédure éprouvée qui optimise leurs chances d'atteindre la victime avant qu'il soit trop tard. Quand vous arrivez sur place, vous vous rendez sur certaines zones. Vous cherchez des indices, les gants, les skis, les moufles. Vous essayez de localiser l'endroit où il est le plus probable de retrouver la victime. Une fois la zone circonscrite, vous lancez des coups de sonde au hasard, près de ces points de repère. Les sondes permettent aux secouristes de fouiller la neige en profondeur. Il n'empêche, c'est comme s'ils cherchaient une aiguille dans une botte de foin. Un sauveteur peut passer à côté d'une victime, même à quelques centimètres, sans la détecter. Il leur faut donc du matériel plus sensible. Le voici. Il n'est rien de plus efficace pour retrouver des victimes d'avalanche que le nez d'un chien sauveteur bien dressé. À la faveur de cet entraînement, le chien donne toute la mesure de son talent. Son odorat et sa vitesse de déplacement dans la neige en font un instrument de recherche bien plus performant qu'un humain muni d'une sonde. Qui aurait envie de sonder tout un couloir d'avalanche? Ce serait éreintant et interminable. Notre atout ici, c'est le chien. Dans les endroits peu accessibles, on fait venir un chien et son maître dans les meilleurs délais. Je crois qu'on a trouvé quelque chose. Vous avez des sondes et des pelles?
Pour retrouver une victime, on ne fait pas plus rapide. Qu'est-ce que tu as trouvé? C'est bien, mon chien. Tu le dégages? Ici, il ne s'agit que d'un mannequin. Mais nombreux sont les hommes ou les femmes qui doivent la vie à ces chiens sauveteurs. L'équipe se lance à la recherche de la deuxième victime de l'exercice. Un skieur enseveli a beaucoup plus de chances d'être retrouvé vivant s'il est équipé d'un appareil de recherche de victimes d'avalanche ou ARVA. Cet appareil émet un signal qui peut être détecté par les secouristes. Avant de se rendre sur le site d'une avalanche, il est impératif de s'équiper d'un ARVA. Vous devez en avoir un, mais aussi vous assurer que tous vos partenaires ont bien le leur. L'équipe s'oriente grâce au signal émis et localise rapidement la victime. On a 2 signaux. Vas-y. J'ai trouvé quelque chose. Bonjour, quel est votre nom? Stuart? Oui. Bonjour Stuart. Des pelles supplémentaires sont nécessaires pour dégager la victime volontaire. Il faut faire vite. Au bout d'une demi-heure, les chances de survie chutent de 50%. Au bout de 40 minutes, elles ne sont plus que de 30%. La survie dépend aussi de la profondeur à laquelle la victime est ensevelie. Les ensevelissements à moins d'1 mètre offrent des chances de survie bien supérieures. Au-delà, la probabilité diminue. Entre 1,80 m et 2,50 m, les chances de survie sont infimes. Il est essentiel de redescendre de la montagne aussi vite que possible. Le patient est sur la luge et enveloppé. On est prêt pour le transport, vous pouvez envoyer l'hélico, à toi. Même après son sauvetage, une victime peut mourir d'hypothermie ou succomber au choc. Quel que soit l'arsenal technologique déployé, le fait est qu'un skieur résiste rarement à la puissance d'une avalanche. En janvier 2008, le guide de haute montagne Justin Lozier faisait du ski et du surf avec 2 amis dans la White River National Forest dans le Colorado. C'était apparemment une journée ordinaire, mais ça s'est gâté. C'est sans doute le jour le plus horrible de ma vie. Justin et ses amis Jim Muguerza et Jesse Brigham avaient une bonne connaissance des techniques de survie en cas d'avalanche. Mais une catastrophe les guettait. C'est moi qui étais en tête. On est arrivé dans une zone sûre, j'ai donné le signal. Jim est descendu dans mes traces. J'ai à nouveau donné le signal. Jesse s'était lancé à son tour et dans son deuxième virage, toute la pente a explosé. J'ai vu l'avalanche nous foncer dessus et j'ai commencé à paniquer. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai été très surpris par la quantité d'énergie et par la force de l'avalanche. Après le passage de l'avalanche, leur ami Jesse avait disparu. On a immédiatement sorti nos émetteurs-récepteurs et on s'est mis à sa recherche. Dès l'instant où j'ai capté le signal, je me suis mis à creuser. Le temps qu'on le trouve, il était déjà trop tard. C'était terrible de le dégager. Il était pris là-dedans comme dans du béton. On pouvait à peine le faire bouger. Il nous a fallu toutes nos forces pour le sortir de là. Quand on l'a dégagé, c'était affreux. Ces images vont me hanter jusqu'à la fin de mes jours. Les accidents d'avalanche font environ 200 morts par an dans le monde.
Un chiffre qui ne cesse d'augmenter car les itinéraires de hors-piste sont de plus en plus fréquentés. Les victimes ont beau avoir pour la plupart une bonne expérience de la montagne, elles ne s'en laissent pas moins surprendre par la force imprévisible et meurtrière d'une avalanche.